Mes amis, bien le bonsoir. Monsieur Brown est un disséminateur, c'est-à-dire l'un de ces hommes dont la mission dans la vie est d'étaler leur ADN sur la plus grande surface habitable de la Terre. Le modus operandi est toujours le même. Il rencontre la femme, lui sort le grand jeu, elle passe devant monsieur le maire. Qu'envole en juste noces, elle tombe en cloque. 9 mois plus tard, un bébé arrive. C'est à ce moment-là que la dame réalise que Monsieur Brown n'est pas du genre à chauffer les biberons à 3 heures du matin. Il va tout simplement disparaître de sa vie. Plus tard, par le courrier, elle reçoit des papiers du divorce. Elle n'a pas le choix. Si elle veut reprendre le cours de sa vie et se libérer administrativement de ce boulet, elle doit signer. C'est ainsi que, alors que nous sommes au milieu des années 80, Monsieur Brown a 35 ans, et il est déjà à son 5e mariage avec une certaine Linda. Pour tout vous dire, à ce stade de l'histoire, Linda a déjà accouché. Le bébé a 7 mois, ce qui veut dire que Monsieur Brown est déjà en retard sur son programme. D'habitude, il partait beaucoup plus tôt que cela. Sauf que cette fois-ci, comme le disent les gens qui sont amateurs de montres, il y a des complications. Dans le ménage Brown, on a Linda, on a l'époux, on a le bébé, mais il y a encore 2 autres personnes qui viendront se greffer, 2 adolescentes. On a Cinnamon Brown, c'est vraiment son nom, Cannelle. C'est comme si la famille Marron appelait sa fille Cannelle. Tout le monde l'appelle Cindy. Par ailleurs, elle a 14 ans. Il l'a eu d'un précédent lit. Sa maternelle l'a mise à la porte un jour. Elle lui a dit, écoute, tu as un géniteur, moi je veux refaire ma vie, pars chez lui, je veux plus entendre parler de toi. Elle se retrouve à la rue, elle débarque chez lui, l'air d'un chien battu. Il est obligé de la recueillir. Elle arrive dans sa vie et elle est maintenant à sa charge. Il y a encore une autre personne qui est à sa charge. Elle s'appelle Patty. Patty, c'est la sœur de Linda. Linda a 23 ans, Patty en a 17. Alors, voilà, Patty, c'est quelque part, comme qui dirait, la belle-sœur. Elle est jeune, elle est blonde, elle est pulpeuse, elle est brillante, mais partout à la maison. Vous seriez pardonné d'imaginer des histoires entre Monsieur Brown et la jeune Patty, parce qu'effectivement, il y a des histoires. Alors, sur la durée, Monsieur Brown veut se séparer, effectivement, de son épouse, de Linda. Sauf que cette fois-ci, il ne va pas utiliser le modus operandi habituel, prendre sa valise et disparaître. Il y a trop de monde dans la maison. Et puis cette fois-ci, il a d'autres vues. Alors il commence à travailler les filles, il les travaille en férocité. Il leur explique que dans un art d'inversion accusatoire consommé, il va leur dire que Linda veut le tuer. Linda en veut à sa vie. D'ailleurs, sa fille, Cindy, va lui raconter qu'un jour, elle est rentrée dans le salon à l'improviste. Linda était au téléphone et elle a immédiatement mis fin à la conversation. Elle était très suspecte. Je pense, papa, que tu as raison, elle veut te tuer. En réalité, nous sommes assez proches de ces romans d'Agatha Christie où énormément de gens ont envie de tuer la personne, ont des raisons valables de tuer la personne. C'est un petit peu le crime de l'Orient Express, même si nous sommes en Californie. La jeune gamine, Cindy, son papa, c'est tout ce qu'elle a au monde. Elle n'a personne d'autre. Sa maman l'a jetée. Elle ne connaît même plus son adresse. Si son père meurt, sa vie se termine. Donc elle a tout intérêt à ce que Linda sorte de l'équation. Patty. Patty est arrivée dans le domicile, est arrivée dans le ménage. Elle était plus jeune. Et puis, elle a commencé un petit peu pour payer son séjour. Elle est devenue la bonne à tout faire et elle en a ras-le-bol pour tout dire des amours ancillaires, des amours en cachette. Elle veut devenir la maîtresse de la maison. Elle a toujours été jalouse de sa sœur. Alors, si la sœur pouvait sortir de l'équation, ça l'arrangerait. Comme ça, elle pourrait occuper son lit, prendre le mari pour elle et devenir la maîtresse de maison. C'est ainsi que, progressivement, va naître le projet d'assassiner Linda Brown.
Il y a un flingue qui est ramené à la maison et il sera décidé que c'est la jeune Cindy qui fera le coup. Tout simplement, comme son père lui explique, tu as 14 ans, tu es une mineure, tu es très jeune, ils ne pourront pas t'emmener en prison. Et il a partiellement raison sur ce coup-ci. Ils ne pourront pas t'emmener en prison. Ce qu'ils vont faire, c'est t'arrêter, tu passeras devant le psy, et puis au bout de 2 jours, ils vont te relâcher tout simplement. Ils ne pourront rien faire. L'autre, Patty, est trop âgée. Elle est à la veille de ses 18 ans, si elle commet le crime, ça risque de moins bien passer devant la justice. Nous sommes le 12 mars 1985. Il va réveiller les filles très tôt. Il va leur dire, c'est aujourd'hui que ça va se faire. Alors pour la bonne mesure, il va à la cuisine et prépare un verre d'eau. Il va mettre dedans des comprimés qu'il va mélanger, qu'il va dissoudre et présenter la chose à Cindy. Il va lui dire, une fois que tu vas la tuer, tu vas juste écrire une note, tu vas gribouiller quelque chose, je te donne une feuille, un stylo, d'une écriture agitée, tu mettras ce que tu veux, genre je regrette, je suis désolé, je voulais pas lui faire du mal. Par la suite, tu vas ingurgiter cet infâme liquide. Oh, il te fera rien, t'inquiète pas, il va juste te rendre un petit peu malade, ça empêchera la police de t'interroger tout de suite. Tu seras à l'hôpital, protégé par des infirmières et des médecins qui ne les laisseront pas s'approcher de toi. Plus tard, tu pourras leur faire face une fois que tu seras revenu à tes esprits. Il monte avec elle dans la chambre où la jeune maman est en train de dormir avec son bébé. La gamine a le flingue en pogne, un 38. Elle avance dans la chambre quand soudain son père l'arrête. Mais attention, une balle ça peut ricocher, tu peux avoir la main incertaine. J'ai envie d'éviter un drame. Il va délicatement ramasser le bébé et il sort avec. Pendant que, en ce même moment-là, il entend un premier coup de feu, suivi d'un cri. Et puis, le temps de compter jusqu'à 3 et un deuxième coup de feu. Et cette fois-ci, il n'y a plus de cri. Il revient dans la chambre où règne cette odeur âcre de cordite. Et effectivement, Linda Brown gît morte sur son lit. Une fois qu'il est satisfait que le crime a eu lieu, eh bien, il suit sa fille jusqu'à la cuisine où elle va ingurgiter l'infâme liquide, la potion magique. Et puis, il se rue dans sa voiture et part faire les magasins. Il va aller voir des épiciers et des stations d'essence qui ouvrent très tôt. Et à chaque fois, il va acheter des produits et puis engager la conversation sur son temps le plus enjoué avec le vendeur. Une manière un petit peu de se faire une sorte d'alibi a posteriori. 1 heure ou 2 plus tard, il revient à la maison l'air de rien, avec des sacs de victuailles, un petit peu comme les Américains les portent, des sacs en papier sous les bras. Ils n'ont pas inventé dans ce pays, comme on appellerait ça, les aisances par lesquelles on porterait des sacs. Et en fait, il y a une forêt de gyrophares. Des flics, une ambulance, des pompiers, même le coroner est là. Il arrive, qu'est-ce qui se passe? Et il s'effondre devant les flics. Écoutez, on a de mauvaises nouvelles, voilà, simplement, votre fille est à l'hôpital, on l'a trouvée dans le jardin, dans la niche, voilà, elle souffre, elle a été emmenée, d'accord, on n'a pas encore de nouvelles. Lui est sous le choc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoutez, il semblerait qu'avant de se donner la mort, elle a quand même flingué votre épouse. Par contre, votre épouse est toujours dans la chambre, elle a été refroidie. C'est ainsi que cette affaire judiciaire va commencer. Et dans les jours qui viennent, le district attorney, le procureur, va décider de poursuivre Cindy Brown en tant qu'adulte. Vu la cruauté du crime, vu l'abomination de ces crimes, tirés sur une femme qui dort dans son lit avec son bébé à côté, eh bien, il décide de la poursuivre comme une adulte. Nous sommes en Californie et la loi le lui permet. Le procès attire du monde, des journalistes, tout le monde en parle dans la région d'Orange County. Et puis, le verdict tombe. Cindy Brown va prendre
perpétuité, peine de sûreté, 27 ans. Alors qu'on lui a dit son père, effectivement, au début, elle n'ira pas en prison. Elle sera enfermée dans un centre d'éducation pour jeunes délinquants. Tout simplement, en attendant son 18e anniversaire, où un fourgon viendra l'emmener vers un pénitencier, où elle purgera le reste de sa peine, probablement, où elle y passera toute sa vie, comme beaucoup d'autres personnes l'ont passé. Au départ, les premiers temps, son père vient régulièrement lui rendre visite. Il est là, il est porteur d'espoir, porteur de cadeaux, de victuailles, parle d'avocats, parle d'appels. Et puis, avec le temps, les visites se font rares, il se fait lointain, il ne vient plus vraiment comme avant, il n'est plus motivé, il n'a presque plus envie de la voir. Elle grandit, les années passent, elle est à la veille de ses 18 ans maintenant. Ça se précise, le pénitencier. C'est là qu'elle va décider d'appeler la police. Elle appelle les enquêteurs qui sont occupés du dossier, elle a envie de leur parler. Les enquêteurs, en réalité, n'ont jamais été complètement convaincus par cette histoire. Ils ont toujours trouvé qu'il y avait des choses qui ne tenaient pas dans le dossier d'accusation. Mais, en vérité, quand on regarde la chronique judiciaire, les dossiers d'accusation ne tiennent jamais complètement la route, comme les dossiers de défense d'ailleurs. C'est juste un avocat contre un autre, un budget contre un autre, et puis à la fin de la journée, le jury doit prendre une décision, et puis il faut rentrer à la maison de toute façon. Les flics arrivent. Ils ont des choses pour elle. Ils savent qu'elle a des choses à leur raconter. Elle est toujours à l'adulte sans père. D'un côté, elle réalise, maintenant qu'elle a presque 18 ans, elle réalise qu'il l'a manipulée, qu'il l'a arnaquée, qu'elle s'est fait avoir. Mais en même temps, c'est son père. Elle n'a pas envie, juste comme ça, de le balancer. Donc elle hésite s'il faut qu'elle parle ou pas. Les flics réalisent ce combat qu'elle mène à l'intérieur. Alors, sur la table, ils vont étaler 3 éléments, 3 cartes qu'ils vont poser. Ils vont lui dire, quand ce procès a eu lieu, tu étais jeune. Il y a peut-être des choses que tu n'as pas complètement retenues, mais il y a aussi autre chose. Par la suite, au-delà du procès, il y a des choses qui se sont passées, que tu ne connais pas, mais qui ont peut-être pris naissance à l'époque du crime ou avant, l'ont peut-être justifié. Alors ils vont lui raconter. Premièrement, et là elle tombe de haut, et lui disent, est-ce que tu sais que ton père a maintenant une 6e femme? La 6e femme, c'est la belle-sœur. Celle qui avait 17 ans au moment du crime, au moment de la mort de Linda, la sœur. Eh bien, dès que Linda est partie à la morgue, le temps d'acheter un nouveau matelas, et elle était dans la chambre du couple maintenant. Et ils vivent toujours ensemble. Et par ailleurs, tu as une demi-sœur. Il lui a fait un enfant, ce qui veut dire que elle n'en a pas pour longtemps. Elle non plus. Ou elle aussi. Elle est sous le choc. Elle avait eu ses suspicions en réalité. Quand elle avait 14 ans, elle avait senti des choses pas normales qui se passaient dans la maison, mais elle avait rejeté cela. Maintenant que les flics en parlent, il y a des souvenirs qui se reconnectent dans sa tête, et elle réalise que finalement elle savait sans savoir. Les flics ne sont pas en train de lui mentir ou de la mener en bateau. Autre chose, vous avez tué votre belle-mère. Pourquoi? C'était pour vous protéger votre père, c'est plus ou moins ce qui a transpiré lors du procès. Mais saviez-vous que, en la tuant, vous aviez rendu aussi votre père riche? Ah bon, mon père est riche, comment cela? Ah ben oui, il a acheté 2 maisons et il les a payées en cash. Une résidence principale, une résidence secondaire, parce que la mort de Linda lui a rapporté 835 000 $. Il avait pris des assurances sur sa tête. Elle est sous le choc, la gamine. Elle réalise que, en plus de tout ça, il avait une affaire d'argent derrière, il lui a rien dit. Maintenant, il y a encore autre chose, encore pire, la cerise sur le gâteau. Le breuvage que vous aviez pris, eh bien, peut-être qu'à l'époque, vous n'aviez pas complètement mesuré l'impact de ce breuvage-là. Mais nous en avions trouvé des restes dans la cuisine, dans un verre.
Et ils ont été analysés. J'ai le rapport d'analyse. Dites-moi la vérité sur ce breuvage. Qui l'a préparé? Elle est obligée de lâcher du lest cette fois-ci. C'est mon père. Qu'est-ce qu'il vous a dit quand il vous a donné ce breuvage? Ben, il m'a dit que j'allais pas me faire de mourant pendant 2-3 jours, mais que ça va passer, ça va juste me rendre un petit peu malade, histoire de me protéger contre la police dans un premier temps, puis aussi pour le psy, pour que le psy soit convaincu que mentalement je suis pas bien dans ma tête. Ben, ils lui ont dit, le breuvage a été analysé. C'était un breuvage extrêmement toxique, il était fait pour tuer. C'est un miracle que vous en êtes sorti. Personne ne comprend, même les légistes ne comprennent pas comment vous aviez pu prendre ce breuvage et que vous n'êtes pas décédé des suites. Si vous étiez morte dans cette niche de chien, avec votre flingue, vos mains comportant les restes de la poudre, avec votre père qui était ailleurs, une lettre écrite de votre propre main sur la table de la cuisine, la femme morte, rendez-vous compte, ça aurait été le crime parfait. Plus personne au monde n'aurait pu comprendre la vérité. Oui, y accéder. Alors à ce moment-là, va naître une nouvelle histoire. Ils lui disent, nous pouvons vous aider si vous nous révélez ce qui s'est passé. Elle va le raconter, effectivement, elle va s'étaler. Oui, mais quand ils vont voir le procureur pour ouvrir un nouveau procès, celui-ci dit, écoutez, oui et non. Cette fille, elle a eu le temps de gamberger, ça fait 4 ans qu'elle est en tôle, elle va aller en pénitencier, clairement, elle n'a pas envie d'y aller, donc elle a gambergé ça dans sa tête et elle est prête à tout inventer pour essayer de se disculper, sauver sa misérable peau et puis pourquoi pas couler son père s'il le faut. Mais ça ne tiendrait jamais devant un tribunal. Si je pars avec ce dossier-là, l'avocat du gars, parce que le gars a de l'argent pour se défendre, il va nous casser, on aura l'air ridicule. Non, je peux pas réouvrir le procès sur cette base. Les flics reviennent vers la fille. Écoutez, il nous faut des pièces à conviction. Du fort, du très lourd. Un aveu. À ce moment-là, va se lancer une guerre psychologique. Ce qu'ils vont faire, c'est que chaque fois que le père arrive, et c'est de très loin en très loin, ils vont sonoriser la chambre. Ça signifie la pièce où elle va le rencontrer, le parloir où elle va le rencontrer. Ils vont installer des micros. Ils vont aussi installer sur son corps à elle des micros, parce que comme c'est un endroit où il est possible de se lever et marcher, ils ne veulent pas rater un brin de conversation. Donc, ils l'équipent elle de micros, et elle doit être patiente, elle doit, oui, provoquer la conversation, oui, essayer dans la mesure du possible d'avoir des aveux, mais sans forcer, parce que le gars est méfiant, et s'il réalise qu'elle est en train de le pousser dans une direction ou une autre, eh bien, il risque de disparaître. Et ne plus jamais revenir, de se fermer comme une huître. Et à ce moment-là, c'est terminé. Le père va venir. Il arrive, il engage la conversation, et puis de fil en aiguille, il se décomplexe, il commence à en parler, elle aussi. Tu sais, papa, quand tu m'as dit de la flinguer, pourquoi t'as sorti le bébé? C'était quoi ta logique derrière? Tu sais. Mais finalement, après tout, je t'en veux pas, tu sais, t'as très bien fait de le prendre, hein, parce que, tu sais, je suis mauvaise tireuse, hein. J'avais jamais tenu un flingue avant ce jour-là. Et vraiment, merci de m'avoir fait confiance. Tu dis, oui, tu sais, ma fille, c'était facile. Hein, on était dans une chambre, elle était à 2 mètres devant toi. J'ai pris le bébé malgré tout. Hein, tu sais, voilà, je voulais pas que t'aies aussi le gamin sur la conscience. Mais franchement, t'as très bien fait. Tu l'as pas raté. En plus, le deuxième coup, c'était un coup de génie, quoi. T'as pris l'initiative en plus. Hein. Moi, je pensais qu'elle serait morte en un seul, mais t'en as rajouté un deuxième en plus. C'est bien ça. Tout ça est enregistré et arrive chez la police. C'est là que, soudainement, un jour, à 6h du matin, ils vont lui tomber dessus. Ils vont le mettre en état d'arrestation et le ramener au commissariat. Et lui faire écouter la bande. La bande, ils vont la faire écouter aussi à quelqu'un d'autre, à Patty, son épouse, la belle-sœur. Ils vont aller vers elle. Ils vont l'arrêter, l'interroger dans un autre bureau et lui dire « Écoutez, le deal est très simple. On a des cartes assez lourdes. On peut vous couler avec lui. Vous partez les deux. Alors, vous partez les deux en pénitencier. Comme c'est parti, là, vous en êtes pour la prison à vie. Vous allez mourir en prison, grosso modo. En plus, vous êtes jeune, donc vous avez pour 60 ans de prison facile devant vous. Ça, c'est l'option 1. L'option 2. On ne vous poursuit pas, mais vous témoignez contre lui.
Ça nous permet d'avoir des explications pour la famille de Linda, ça nous permet d'avoir quelqu'un d'autre qui corrobore le témoignage de Sini. Et à ce moment-là, on vous laisse tranquille. C'est quand vous voulez, on vous laisse 3 minutes pour réfléchir. Soit vous allez avec lui en perpète, soit vous crachez le morceau maintenant. Mais vous cachez quoi que ce soit, on vous renvoie avec lui, c'est terminé. La gamine n'a plus vraiment le choix. Elle va s'étaler, elle va tout raconter elle aussi. Et corroborer ce qu'a dit Sini. En plus, il y a l'enregistrement. La reconstitution valide les versions. Cette fois-ci, il n'y a pas le choix. 1992, on est 7 ans après le crime abominable. Monsieur Brown est condamné à la prison, à perpétuité. Sa fille, elle a pris 7 ans. Et elle va ressortir libre. Ils lui ont donné le temps servi. En plus, comme elle a passé un diplôme pendant son incarcération et tout ça, ça a un petit peu pesé. Le comité qui l'a libérée n'était pas complètement unanime. Il y en a un qui a dit « Je pense qu'elle n'a pas exploré encore toutes les raisons pour lesquelles elle a tué sa belle-mère. J'ai compris qu'elle a été manipulée par son père, mais je pense qu'il y a d'autres raisons qui ne sont pas complètement incluses dans son narratif. Néanmoins, elle sort, elle est libre comme l'air. Pour elle, c'est terminé ce cauchemar. Le père, lui, va aller en prison. Et il y restera plus de 20 ans. Il va y mourir en 2014. Il mourra entouré. Celle qui a finalement le plus gagné dans l'histoire, c'est Patty. S'est débarrassée de sa sœur qu'elle n'aimait pas. Et puis finalement, elle n'a pas été poursuivie alors qu'elle était complice, elle savait, elle a couvert le crime. Et finalement, elle garde même les maisons et l'argent. Voilà mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Il y a un mystère qu'elle n'explore pas. C'est comment ce gars, comment cette tête de veau arrivait à séduire les femmes, se marier avec elles et les mettre en cloque. Mais comme chaque histoire a ses mystères qui ne seront probablement jamais explorés. Merci, on se voit dans une prochaine.